Deux sujets à la une ce soir. D'abord, la montée en puissance de la Russie sur le continent africain. Que peuvent faire les Occidentaux, plus particulièrement la France, pour la stopper? La question se pose. Les masques sont presque tombés une fois de plus cette semaine au cours de la visite en Afrique du président français Emmanuel Macron. Incroyablement et incontestablement, dans les trois pays où il est passé, le président français a beaucoup plus parlé de la Russie et s'est même attaqué à elle en la diabolisant dans une peur bleue, d'après de nombreux analystes, face à la percée russe et le capital de confiance dont bénéficie Moscou auprès de l'opinion publique africaine aujourd'hui et même plus spécifiquement dans de nombreux pays du continent. La Russie, l'allié sûr, le partenaire gagnant-gagnant pour l'Afrique, dont la percée est fulgurante aujourd'hui sur le continent. Paris semble avoir perdu le sommeil et manœuvre dans tous les sens pour tenter de garder la main, ce qui a poussé cette semaine de nombreux journaux sur le continent, comme ce journal camerounais de titrer Percée de la Russie en Afrique, les pleurs de Macron face à Biya. Emmanuel Macron au Cameroun, par exemple, lors de sa visite qui a passé plus de temps dans la conférence de presse à parler de la Russie que de ce que la France peut véritablement et efficacement aujourd'hui pour le Cameroun et pour l'Afrique. Une tournée africaine donc d'Emmanuel Macron aussi et surtout pour contrer l'avancée russe, pour décourager les Africains. La France peut-elle réussir dans cette entreprise? Les pays africains peuvent-ils aller jusqu'au bout dans leur détermination de neutralité dans la guerre en Ukraine? Leur détermination pousse certains de plus en plus à diversifier leurs partenaires et mettre le cap surtout sur Moscou. Comment comprendre cette guerre farouche contre la Russie en Afrique que mènent les Occidentaux, en l'occurrence la France? Des questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités ce soir à multiplex. Il y a une deuxième thématique dans cette émission, la lutte contre le terrorisme en Afrique, le choix de Paris de coopérer désormais plutôt avec la CEDEAO pour ce qui est de la lutte contre cette terreur dans la sous-région Afrique de l'Ouest, notamment le Sahel. Emmanuel Macron l'a clairement indiqué lors de sa visite au Bénin et en Guinée-Bissau après l'étape de Yaoundé, en soulignant la disponibilité et l'accompagnement de l'institution régionale dans la formulation et la matérialisation de la lutte contre cette menace. L'échec malien, la décision des autorités de ce pays a poussé hors de ses frontières la force Barkhane et le rejet de plus en plus par les sociétés civiles africaines des interventions françaises en Afrique, notamment militaires, sont-ils pour quelque chose? Comment comprendre cette nouvelle attitude aux postures françaises dans la lutte contre le terrorisme en Afrique? Cette approche est-elle bénéfique pour la CEDEAO aujourd'hui et efficace aussi pour l'éradication du terrorisme dans la région? Quelle responsabilité incombe aux différents pays, aux institutions sur le continent pour la sécurité des biens et des personnes, pour lutter également contre les menaces terroristes? Question. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Mérite panafricain. Merci de nous réserver votre confiance une fois de plus et bienvenue à cette édition du Mérite panafricain. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux à travers le monde pour recevoir chez vous la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Les invités en multiplex pour nous aider à comprendre, à décortiquer les deux thématiques de ce soir. Tariq Mami, journaliste expert en questions internationales. Bonsoir monsieur et bienvenue à cette émission. Bonsoir, cher Aboubakar, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, à titre exceptionnel, j'interviens avec vous à partir de Tunis, où je me trouve pour couvrir le référendum constitutionnel que vient de vivre la Tunisie lundi dernier. Mais toujours heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, Tarek Mami, depuis la Tunisie, donc. Et juste pas très loin de l'art, Luc Michel, géopoliticien, un habitué de Afrique Média, un habitué de cette émission. Luc Michel, bonsoir et bienvenue sur cette édition.
Bonsoir Sidic, bonsoir à ton plateau. Mais malheureusement, je ne suis pas près de Tarek Mami. Il y a tout l'océan méditerranéen qui me sépare de la Tunisie. Bruxelles est très loin de Tunis. Ça, vous avez pleinement raison, Luc Michel. Voilà, Luc Michel, merci donc d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Et depuis Alger, Linda Larbaoui, analyste politique. Bonsoir Linda. Merci, vous êtes un habitué de cette émission de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Bonsoir à tout le monde. Et moi, je suis en Moselle, entre Monsieur Tarek Mami et Monsieur Luc Michel. Je suis vraiment au milieu. Donc, bonsoir Afrique Média et bonsoir à tous nos panafricanistes, à Monsieur Luc Michel, à Tarek Mami et au général Diawara. Merci beaucoup à vous, Linda. Alors, Issa Diawara, analyste panafricaniste, vous allez intervenir, vous intervenez depuis Kati, c'est au Mali. Bonsoir, monsieur, et bienvenue à cette émission. Oui, bonsoir à vous, et monsieur, bonsoir à mes copanélistes, monsieur Tarek Mami, monsieur Luc Michel, et surtout à la grande sœur Linda Larbaoui depuis Algérie. Donc, bonsoir à vous. Merci donc à vous, Issa Diawara. Merci donc à vous tous qui avez accepté de partager ce bon moment avec les téléspectateurs de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Alors, Linda Larbaoui, nous allons commencer avec vous. Je le dire en termes de cette émission, j'ai parlé même des pleurs du président Macron face au président Paul Biya dans son étape du Cameroun. Vous qui avez suivi de bout en bout, autant pour moi, la visite du président français en Afrique, comment est-ce que vous comprenez ces pleurs du président Macron face au président Paul Biya par rapport à ce qu'on peut rappeler aujourd'hui la grande percée de la Russie sur le continent africain? Et déjà, est-ce que vous êtes pratiquement d'accord avec les mêmes termes? Son Excellence Paul Biya, c'est le plus ancien de tous les présidents africains. Il est là depuis 40 ans. Il connaît tous les rouages de la politique française et des autres politiques et le continent africain. C'est quelqu'un qui a une grande expérience. Aujourd'hui, il est à la fin de sa carrière. Donc, la France s'inquiète un peu de ce qui va arriver, forcément. Mais elle ne s'inquiète pas pour le Cameroun. La France s'inquiète pour la France, c'est ça. Emmanuel Macron est venu, c'est pas pour apporter quelque chose. Il est venu pour prendre. Ils ont cette habitude. La France aujourd'hui a perdu du terrain pendant un demi-siècle, pendant plus de 50 ans. Elle a régné toute seule sur le continent africain, côté Afrique de l'Ouest. Quand on dit elle a régné seule, oui, les Français étaient seuls, il n'y avait pas de concurrents, il n'y avait que des entreprises françaises, on facturait comme on voulait, et puis on nous prenait l'argent qu'on voulait. Et les chefs d'État qui étaient là, ils étaient à la solde de la France. Maintenant, le pourquoi du comment, chaque pays est différent, et pourquoi on a accepté ça, et c'est encore un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? En France, il y a 3 lobbies. Et ces 3 lobbies, il y a le lobby de la France-Afrique, il y a le lobby de l'Algérie française, qui est différent de la France-Afrique. Le lobby de l'Algérie française, c'est ceux qui voulaient pas que l'Algérie prenne son indépendance, parce qu'ils connaissaient, ils sont nés sur ce continent de père en fils. Et ils connaissaient l'importance de ce territoire. Et celui qui règne sur l'Algérie, il règne sur la profondeur, sur le Sahel, sur le côté Afrique de l'Ouest, là où était positionnée la France. Donc ça, ce sont 2 lobbies différents. Il y a aussi un autre lobby qui était en France, c'est un lobby chrétien, catholique, très conservateur. Donc il y a déjà la bagarre au sein de la France. On voit qu'il n'y a plus de partis politiques. Il y a réellement, il n'y a pas de partis politiques. On a cassé la droite, on a cassé la gauche. On nous a sorti Macron d'un chapeau. Là, on redonne le pouvoir à Marine Le Pen. L'année dernière, c'est l'armée qui a commencé à dire attention, on est au bord d'une guerre civile. Donc,
à l'intérieur de la France, il y a ce combat entre trois lobbies différents. Mais les lobbies les plus importants, c'est celui de la France-Afrique et celui de l'Algérie française. Ces deux-là sont très très positionnés en Afrique. Ils connaissent bien l'Afrique. Ils avaient des entreprises en Afrique et ils ont des amis en Afrique. Ce lobby ne veut pas regarder l'Afrique autrement qu'un territoire français colonisé. Ils ne veulent pas changer leur façon de voir les choses. Macron, on est conscient. Il a été confronté à ça. Et aujourd'hui, ces gens-là qui veulent que l'Afrique reste comme ils l'ont toujours regardé, juste un territoire pour aller piller, un territoire pour faire de l'argent, eh ben, ils sont confrontés à une présence autre que la France. Il y a la Russie, certes, mais il y a la Chine, il y a l'Inde qui est très présente en Afrique, qui a dépassé au niveau commerce, elle a dépassé la France. Il y a l'Iran qui est là. Donc il y a tout ce monde-là qui mange en Afrique. Il y a les États-Unis, mais il y a aussi le Royaume-Uni. Ces deux-là, il faut pas les oublier. Parce que il y a une guerre secrète entre la France et les États-Unis pour continuer à régner. Mais ça n'intéresse pas les Français, les Américains, de voir les Français partir remplacés par l'Iran ou par la Russie. Voilà, merci donc à vous, Linda. Alors, Luc Michel, dites-nous un peu, dans la conférence de presse du président Emmanuel Macron et le président Paul Biya au Cameroun, le président Macron a prononcé au moins 16 fois le nom de la Russie. Comment est-ce que vous comprenez cette attitude du président Macron, surtout au Cameroun? Écoutez, il faut faire un détour pour vous répondre. Je regrette qu'on se soit une fois de plus laissé prendre à la propagande française. La France est une petite puissance sur le déclin. La confrontation en Afrique, elle se fait entre les États-Unis et la Russie. Le discours que Macron a tenu à Yaoundé et à Cotonou, il n'est même pas de lui. C'est un discours de propagande qui a été défini aux Amériques, en anglais, en printemps 2020, et depuis tous les grands thèmes de cette propagande, l'arrivée des Russes, la guerre hybride, le groupe Wagner, etc., ce sont des thématiques de la propagande américaine. En Afrique aujourd'hui, Macron, il est pris entre le marteau et l'enclume. L'enclume, c'est les masses panafricaines qui ne veulent plus de la France. C'est ce que eux appellent la haine anti-française, mais qui en fait est la fin des turpitudes de la France-Afrique. Mais il y a une enclume qui frappe sur la France, ce sont les États-Unis. Depuis 2006, les États-Unis ont décidé que les Français ne seraient plus les gendarmes de l'Occident en Afrique, mais qu'ils allaient reprendre les choses en main. Et depuis Donald Trump, en particulier, c'est en train de se faire à grande échelle. Les Américains sont décidés à délocaliser, à dégager les Français de leur précaré. Macron, quelle est la visite de les buts de sa visite en Afrique? C'est de courir après une situation qui lui échappe. Pourquoi est-ce qu'une telle obsession de la Russie par la France? Tout simplement, c'est parce que la Russie a décidé de revenir en Afrique à partir de 2015-2016. Les Américains disent sur les champs de bataille de la guerre froide. Et ils ont amené une nouvelle forme de guerre qui avait été inventée par les Iraniens au Liban en 2006 et par les Russes en Ukraine en 2013. On l'appelle la guerre hybride. C'est une nouvelle forme de guerre qui évidemment conteste la domination militaire de l'OTAN et des Américains. Dans cette guerre hybride, les Russes ont décidé de cibler principalement les Français. Pourquoi? Parce que l'impérialisme français, la France-Afrique, c'est le ventre mou de l'impérialisme. Les Russes et les Iraniens sont donc allés frapper les Occidentaux, où ils étaient les plus faibles. Les plus faibles, ce sont les Français. Ils ont perdu la guerre du Sahel, ils ont perdu la guerre de Libye, ils sont en train de perdre la guerre du Mozambique,
et ils vont perdre la guerre du golfe de Guinée. Mais ça ne veut pas dire que les choses seront terminées. Macron, évidemment, il est venu avec beaucoup d'arrogance et d'hypocrisie tenir un discours qui n'est pas à usage des Africains, mais qui est à usage des Français et des Européens. Il veut faire croire qu'il est toujours l'ennemi principal des Russes et il veut faire croire qu'il a toujours la main mise sur les affaires africaines, ce qui n'est pas le cas. Voilà ce qu'il faut retenir. Le reste, évidemment, ce grand discours dans lequel il a dit que le dernier empire colonial, c'était la Russie, c'est évidemment une collection de médias mensonges. Le ministre de la France, depuis Addis Abeba, y a répondu hier, et j'ai répondu hier matin dans un grand PDF qui a été édité par Afrique Media d'ailleurs et par beaucoup d'autres. J'ai répondu en expliquant évidemment que l'empire qui ne voulait pas mourir, ce n'était pas la Russie, c'était la France-Afrique. C'est le titre d'ailleurs des historiens français, je souligne, qui ont édité le jour du début du sommet de Montpellier, au mois d'octobre l'année passée, la dernière biographie de la France-Afrique. Elle s'intitule justement « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Il faut donc arrêter de se laisser prendre aux sirènes de la propagande française. La France est en chute de vitesse et évidemment, ce que Macron raconte sur la Russie, c'est évidemment un gigantesque média mensonge. Luc Michel, on vous a très bien compris. Vous-même, vous l'avez souligné, cette obsession de la Russie au niveau par Emmanuel Macron au Cameroun dans le cas de cette tournée. Alors, ma seconde question est la suivante. Comment comprendre l'enjeu de cette obsession, surtout au niveau du Cameroun? Écoutez, Macron sait que les Français sont en train d'être dégagés, comme on dit un peu partout. Ils savent, parce que ça fait des années, ils ont notamment, dès 2015, publié un grand rapport du Sénat français où ils examinaient et répondaient à la question « Quel sera l'adversaire de la France en Afrique dans les 20 prochaines années ?» Et la réponse des généraux français, c'était la Russie, alliée au panafricanisme. Ils ont édité au début du Covid un rapport qui s'appelle l'effet pangolin, dans lequel ils ont expliqué comment la France espérait se maintenir en position. Malheureusement, ils ont échoué. Les craintes exprimées dans le rapport de 2015 et les espoirs du rapport dans l'effet pangolin, rien ne s'est réalisé, évidemment. Les craintes de 2015 sont avérées, les espoirs de l'esprit pangolin sont un échec gigantesque. Macron, il est là pour essayer, évidemment, de sauver ce qu'il peut sauver et de rester dans la course. Il doit démontrer aux Américains qu'il est toujours présent en Afrique, en parasitant leurs projets. N'oubliez pas que la déstabilisation de l'Éthiopie, la déstabilisation du Cameroun, la déstabilisation du Bénin, ce sont des opérations américaines et pas du tout françaises. La sécession du Tigré, c'est une opération du State Department américain. La déstabilisation de ce qu'on appelle l'Amazonie, c'est une opération du State Department américain également. Et enfin, la déstabilisation de Patrick Talon au Bénin, c'est une opération américaine. D'ailleurs, au moment où Macron arrivait au Bénin, il a été attaqué en dessous de la ceinture par un think tank américain. Ça n'a pas été souligné à part par Jeune Afrique pour une fois. Il s'appelle le New York Center for Policy Affairs, le centre de New York pour la politique étrangère. Il est dirigé par un homme d'affaires américain multimillionnaire qui s'appelle Monsieur Russell. Et ils se sont attaqués à la venue de Macron, justement au Bénin. Macron n'est plus du tout la main sur ce qu'il voudrait faire et évidemment, non seulement d'être contesté par les Américains, il est attaqué directement par les Russes, comme l'a démontré le ministre Lavrov, qui a mené sa campagne, sa grande visite en Égypte, au Congo-Brazzaville
et en Éthiopie simultanément à la campagne de Macron. Ce n'est pas un hasard. Donc la France, contestée par les Américains, ses soi-disant alliés, attaquée par la Russie, qui est son ennemi principal, contestée, chassée par les Africains, évidemment. C'est un homme en panique qui est venu faire un show médiatique, un storytelling, comme on dit dans le langage des psychologues de l'OTAN. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette première prise de parole. Tarek Mamir, journaliste expert en questions internationales, parole à présent à vous. Alors, vous avez suivi Luc Michel qui parlait tout à l'heure de cette obsession de la Russie d'Emmanuel Macron lors de sa visite, surtout en terre camerounaise, je le disais également. Comment est-ce que vous comprenez cela? Tarek Mamir, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Et, là, vous m'entendez? Très bien. Allez-y. En réalité, la France en général et le président Macron en particulier ont trois défis à relever. Et c'est difficile de relever trois défis en même temps. Le premier défi pour le président Macron est de maintenir, je dirais pas le contrôle, mais en tout cas la présence significative et décisive de la France en Afrique, alors que cette présence est en train de s'effriter, parce que, on le sait, la loi donc, de l'histoire fait qu'on ne peut pas être éternellement présent ni dominant quelque part, des fois même chez soi. Et donc, au bout d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine d'années depuis les indépendances, depuis africains et surtout de la mise en place par Foccart, le conseiller de Gaulle déjà de cette France-Afrique, aujourd'hui, tout ça s'effrite et les chefs d'État africains aujourd'hui sont obligés de faire un peu au minimum avec leur opinion publique, et les opinions publiques qui sont les moteurs donc des pays aujourd'hui partout dans le monde de plus en plus, notamment grâce à la télévision Africa Media pour l'Afrique, mais aussi les réseaux sociaux, ces opinions publiques, donc ces peuples, ces populations, n'acceptent plus de mainmise étrangère, j'allais dire, et demandent à avoir leur mot à dire. D'ailleurs, en Tunisie, puisque je suis à Tunis, aujourd'hui, le président tunisien a sorti un communiqué donc de presse présidentielle très sévère. Je ne sais pas à qui il répond, mais le contenu de ce communiqué, c'est la Tunisie est un pays libre et indépendant, ne reçoit aucune leçon de l'étranger, et c'est son peuple et son président qui décident de la politique qu'il souhaite faire. Donc, le premier point pour M. Macron et la France, c'est comment maintenir cette présence, cette domination à un moment où ça se crise. Déjà, rien que ça, c'est un projet politique, géostratégique très très difficile à réaliser. Et il se trouve qu'en face de cette tentative de sauvegarde de présence et de domination française, se trouve, j'allais dire, un Janus américain et un adversaire russe et chinois. Et le Janus américain, aujourd'hui, joue contre la France comme il a joué contre la France et la Grande-Bretagne en 1956 dans la crise de Suez en Égypte, lorsque le président à l'époque Nasser avait nationalisé donc le canal de Suez. Et donc l'Amérique apparaît comme un soutien de la France en Afrique, mais en réalité, comme on dit vulgairement, lui scie la branche et voudrait pouvoir remplacer la France pour les intérêts américains. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que tout ça devient, j'allais dire, visible à l'œil nu, puisque depuis la guerre en Ukraine, tout le monde a fini par comprendre que les États-Unis, à travers l'OTAN, a repris le contrôle militaire, politique et économique de l'Europe, et donc aujourd'hui impose à l'Europe sa propre vision. Et la France, donc ça c'est le deuxième défi, se trouve coincée face à son allié, adversaire, peut-être même ennemi. Il suffit juste que je vous rappelle que les Américains ont fait perdre à la France financièrement, techniquement et en termes de stratégie le grand contrat que la France avait signé avec l'Australie pour 50 milliards de dollars
et que du jour au lendemain, par un petit communiqué, l'Australie déclare qu'elle n'achètera pas et qu'elle ne payera pas les sous-marins français pour acheter des sous-marins américains. Donc ça, c'est le deuxième défi face auquel le président Macron et la France doivent faire. Et donc ça complique déjà le premier défi, qui était de maintenir la position dominante de la France. Le troisième défi, alors là, c'est, j'allais dire, de bonne guerre, c'est de l'opposition entre puissances internationales, qui chacune de ces puissances, donc là, clairement, la France d'un côté, la Chine, tout à l'heure, ma collègue a parlé de l'Inde, mais je rajoute la Russie, jouent en Afrique pour leur propre intérêt. Et donc, la France se trouve face à un puissant adversaire qui n'est pas encore ennemi, la Russie, et cette tournée du président français Macron et du ministre des Affaires étrangères Lavrov n'est pas un hasard, même s'ils ne se sont pas téléphonés pour coordonner ces voyages, ni pour décider de quel pays. C'était dans l'air du temps depuis le début de la guerre. Ce qui est encore plus grave pour la France, à mon sens, c'est que d'un côté, c'est le président de la République lui-même qui se déplace pour faire sa tournée, pour essayer de sauver les meubles. En face, ce n'est pas le président Poutine qui fait la tournée, c'est uniquement le ministre des Affaires étrangères. Se dire que la France jette tout son poids politique et symbolique pour essayer de rattraper le verre en train de se casser, en tout cas le verre qui est en train de se vider, contre un simple, j'allais dire, ministre des Affaires étrangères, même si Lavrov a de l'expérience et un titre et tout ce que vous voulez. En tout cas, en général, quand on joue dans une partie de foot, on joue dans la même division. Donc, c'est le numéro 1 d'un pays contre le numéro 1 d'autre pays. Mais quand on se trouve avec le numéro 1 d'un pays, avec le numéro, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, parce que peut-être que la défense est plus importante en Russie, je ne sais pas, Luc doit connaître ça mieux que moi, quelle est l'importance donc de ces pays, des ministères régaliens en Russie par rapport à la France. En tout cas, déjà, rien que cette image, vous prenez, comme on est en train de le voir sur les différents reportages, vous mettez la photo de M. Lavrov, vous écrivez dessous ministre russe des Affaires étrangères, vous mettez la photo de M. Macron, vous écrivez président de la République française, et vous voyez qu'on a des déséquilibre et déjà une perte. La France est aujourd'hui en perte de vitesse, elle est tellement en perte de vitesse qu'elle est obligée d'envoyer son président ou que son président se déplace, quand de l'autre côté, c'est juste un ministre des Affaires étrangères. Et pour résumer, donc pour moi, les trois défis, c'est qu'en fait, on est à un tournant de l'histoire. La France a occupé l'Afrique, l'a colonisée, l'a occupé économiquement, politiquement, avec le franc CFA et tout ce que vous connaissez. Excusez-moi. Tariq Mami, merci. On va vous retrouver tout à l'heure. Juste le temps pour vous peut-être de prendre un verre d'eau. Ça va aller. Merci pour cette première prise de parole et cette première contribution. Issa Diawara, analyste panafricaniste depuis Kati Omari. Alors, dans le cadre de sa visite au cours de laquelle on s'attendra à ce que le président français Emmanuel Macron parle de plus en plus de son pays, de ce que la France peut et de nouveau apporter au continent africain. Issa Diawara, on l'a plutôt suivi beaucoup plus s'appesantir sur la Russie. C'est la Russie donc qui a dominé pratiquement son discours. Comment est-ce que vous comprenez cette posture d'Emmanuel Macron lors de sa visite sur le continent africain? Merci bien. Permettez-moi de vous dire qu'en réalité, cela s'explique par le fait que la France n'a rien à proposer aux Africains. La France n'a rien de nouveau à proposer aux Africains. Il y a eu beaucoup de mensonges. L'Afrique a été suffisamment trompée par le bloc mené par la France ici en Afrique. Et mon prédécesseur a parlé surtout du niveau diplomatique, c'est-à-dire avoir de l'autre côté un président, en tout cas le président français, et de l'autre côté le ministre des Affaires étrangères. Sachez que dans l'hégémonie américaine, dans le bloc mené par les États-Unis, la France, bien sûr, joue le rôle en Afrique
et du secrétaire d'État américain, c'est-à-dire du ministre des Affaires étrangères des États-Unis au niveau de l'Afrique. C'est ce rôle que la France a longtemps incarné au niveau de l'Afrique pour, bien sûr, les États-Unis. Comprenez que la France, évidemment, joue sa propre influence au sein du bloc américain, parce que la France, aujourd'hui, concurrencée à ce niveau par l'Allemagne et par la Turquie, qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas que l'Allemagne réclame aujourd'hui la place de la France au niveau des membres permanents au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, et bien sûr réclame que l'arsenal nucléaire de la France devienne l'arsenal nucléaire de l'Union européenne. Donc la France est fortement concurrencée au sein même de l'OTAN. Il y a ce problème. Ensuite, tout cela, cette tournée de Lavrov, de Macron, explique surtout que l'Afrique est non seulement le carburant du monde, mais l'Afrique est surtout et surtout, les Africains doivent prendre conscience de cela, que l'Afrique est surtout le moteur du monde. C'est l'avenir du monde. C'est ici que l'avenir du monde est en train de se jouer. C'est cette conscience surtout que les Africains doivent prendre et doivent développer. Et pour cela, les Africains doivent se mettre ensemble, se donner la main et se prendre surtout entièrement en charge. Parce que regardez pourquoi Lavrov l'a emporté sur Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose aux Africains? Il propose aux Africains de rester dans l'hégémonie américaine et incarnée par l'hégémonie de la France ici en Afrique. Lavrov propose aux Africains non pas d'être uniquement, en tout cas, d'avoir seul partenaire la Russie, mais Lavrov propose aux Africains de diversifier leurs partenariats. C'est pourquoi, quand vous allez regarder les choix des pays, les choix qui ont été faits par les deux, en tout cas les deux diplomaties, vous allez voir que Macron est allé uniquement dans son précaré, dans ce que la France considère comme son précaré, mais qui est en train d'échapper à la France. Puisque partout où la France est allée, ce sont des pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit du côté du Bénin ou autre, ce sont des pays qui sont en train de diversifier leurs partenariats. Faites attention, le choix de la Guinée-Bissau, c'est le choix de la CEDEAO. Parce que le président de la Guinée-Bissau, c'est l'homme de Macky Sall. N'oubliez pas que lors de son investiture, il n'y avait que Macky Sall et son représentant qui est en Gambie. Ce sont les deux, en tout cas, qui ont représenté, en tout cas, leur pays là-bas. Donc, il n'y avait pas un autre chef d'État, il n'y avait pas un autre pays qui a été fortement représenté, à part le Sénégal et la Gambie. On sait que le président de la Gambie, M. Barrow, a été mis en place par Macky Sall. Donc, le choix du terrain, vous voyez carrément que la France se retrouve dans ce qu'elle a toujours considéré comme son précaré. Or, la Russie choisit quoi? La Russie choisit l'Égypte, qui bénéficie pourtant de 4,5 milliards de dollars d'aide des États-Unis près chaque année. Donc, c'est un pays qui est partenaire et non précaré de la Russie. Et vous allez voir de l'autre côté les choix de l'Ouganda, les choix de l'Éthiopie. Ce sont des partenaires de la Russie. Et la Russie a mis un pied dans les plats de la France en allant jusqu'au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi, dans les sujets débattus, vous allez voir qu'il a été question du Mali. Il a été question de l'Ukraine. Sur le Mali, la France n'a rien obtenu de sa tournée. Le Cameroun n'a pas voulu condamner ce qui se passe, tant du côté du Mali que du côté de l'Ukraine. Donc ça a été un échec total, un échec cuisant pour la France. Qu'est-ce que la France a eu à se mettre sous la dent? Rien d'autre, à part une seule annonce du président de la Guinée-Bissau qui propose une force anti-push pour essayer de contrer l'influence grandissante du Mali, de l'Algérie et en tout cas des renversements, en tout cas de la prise du contrôle, en tout cas de la perte de la force politique de la France. Puisque la France est en train de perdre tous ses alliés au niveau de l'Afrique. Comment les contrer? Il faut user maintenant des moyens militaires. Et cela va marcher à piétiner la constitution des États. Je dis non, cela ne va pas marcher. Ensuite, quand vous regardez même sur le plan économique, qu'est-ce que la Russie propose? La Russie propose, au contraire de la France, qui n'a fait que se rabaisser en critiquant la Russie propose aux États africains désormais des échanges commerciaux en monnaie locale. C'est que la France ne peut pas le faire, puisque la France impose une monnaie aux États africains, les francs CFA. Or, la Russie propose d'échanger directement avec les monnaies locales des pays africains. Ce qui encourage beaucoup de pays africains de sortir du franc CFA.
Et sortons même du terrain économique. Quand vous allez parler de l'armement, qu'est-ce que la France a proposé au Bénin? Au contraire, quand la Russie veut veut armer les pays africains, la Russie dit au Bénin que le Bénin n'a pas encore le droit de s'acheter certaines armes avant de se doter d'une institution telle que cela existe en France. Tout simplement, ça veut dire quoi? Les alliés de la France aujourd'hui sont obligés de sous-traiter leur défense à la France. C'est ce que la France propose. Or, la Russie, dans sa tournée, propose aux États africains d'être indépendants sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. C'est de cela qu'il est question. Donc, vous allez comprendre, quand vous allez échanger les thématiques, à tous les niveaux, la France a perdu les longs. Même quand vous prenez le dossier au niveau de la Centrafrique, n'oubliez pas que la France vient de proposer une résolution que la Chine et la France ont bloqué hier contre la RCA, essayer d'imposer un embargo sur les armes en RCA. Au même moment où vous avez des troupes régulières de la France en RCA, un pays en guerre que vous voulez bloquer, empêcher d'acheter des armes, c'est tout simplement une façon d'aider les rebelles ou de faire perdurer le chaos dans ces pays. Et c'est la Russie qui a bloqué pour permettre à la RCA de s'armer davantage et bien sûr d'être indépendante, en tout cas sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. Donc quand nous comparons au niveau des thématiques, au niveau des détournés, bien sûr la Russie a remporté haut et fort, en tout cas cette bataille diplomatique. Merci. Alors, Linda Larbaoui, est-ce que vous avez le sentiment que la France est si dépouillée que ça aujourd'hui face à la PSC russe sur le continent africain? Est-ce que la France aujourd'hui est pratiquement une puissance au bout du rouleau, comme semble dire Issa Diawara? Il y a un historien algérien qui travaille justement sur l'histoire de la colonisation française en Afrique, qui a dit une phrase qui est souvent répétée maintenant: la France est l'ennemi d'hier, d'aujourd'hui, et elle sera l'ennemi de demain. Et le temps lui donne raison, parce que plus on avance et plus on voit qu'il n'y a pas de changement. C'est toujours une politique pas claire, c'est toujours des coups foireux, c'est combattre le terrorisme, alors on alimente le terrorisme, on veut que ça change, on va débloquer 1 million, mais ce 1 million il va servir aux Français, il ne servira pas aux Africains. 1 million de dollars, c'est ridicule, complètement ridicule. Donc c'est toujours des pièges. Et le plus gros piège qu'il y a en Afrique de l'Ouest, c'est quoi? Quand on associe le franc CFA, l'UMOA et la CEDEAO, ça veut dire quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à l'absence de l'autonomie. Et c'est la soumission totale. Totale. Donc, tant qu'il y a ces trois organismes, en plus, on rajoute à ça l'Union africaine qui n'est pas autonome, qui survit avec l'aide des Européens, bien sûr. Donc, celui qui paye a le droit de parler. Donc, quand on rajoute ça, ils ont toujours du mal à clôturer, ils ont toujours du mal à avoir de l'argent pour finir l'année. Donc, on est complètement soumis à la France et à l'Europe. Donc, tant qu'on sort pas de ça, la France nous piégera tout le temps et ça ne changera pas. La France n'a, ce que Monsieur Issa Diawara disait, c'est vrai, tout le monde là sur le plateau est d'accord que la France n'a rien à nous apporter. La Russie est venue avec une diplomatie et c'est bizarre. Vous parliez tout à l'heure de Monsieur Lavrov. Il y a eu une étude hier par rapport à Monsieur Lavrov. Apparemment sur les réseaux sociaux, c'est la personne la plus populaire. Donc c'est quelqu'un de très populaire, sans parler de son côté professionnel dans la diplomatie. Et j'ai déjà parlé de la diplomatie russe qui est ancestrale, et ça remonte aux Romanov parce qu'ils n'étaient pas considérés en Europe comme sang bleu, donc ils ont dû investir dans la diplomatie pour essayer de gagner une place parmi tous ces petits royaumes qu'il y avait en Europe. Donc la diplomatie russe est très très vieille, très ancienne, et elle est professionnelle. Maintenant, je vais revenir aussi à la situation actuelle et à ce qui se passe en Afrique par rapport à la France. En Afrique, la jeunesse est stigmatisée, elle est mise de côté. À un moment, on nous parle de mondialisation. On n'a rien à apporter à ces jeunes-là qui savent très bien que leurs pays respectifs sont très très riches.
quand on voit ce qui se passe à l'ONU, eh ben, l'Afrique n'est jamais concernée. Et là, je remonte en 1974. Boumedienne, qui était le fils spirituel de Monsieur Modibo Keïta, et il a appris beaucoup de lui, et il a répété des mots qui ont été dites en 68, en 60 ou 1969 par Monsieur Modibo Keïta, où on dit que la carte géographique actuelle et ce qui se passe, les Nations Unies, tout ça, quand ça a été fait, nos pays n'existaient pas. On subit une politique. Et aujourd'hui, avec des décennies plus tard, on subit toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a la France, parce qu'il y a le Royaume-Uni, et je parle souvent du Royaume-Uni. On ne voit pas les militaires anglais, mais il y a les services secrets anglais qui travaillent beaucoup en Afrique, notamment au Cameroun, le côté anglophone. Ça, c'est encore un autre sujet, mais les services secrets anglais sont très présents au Cameroun, par exemple. Et je reviens à notre continent et comment on est stigmatisé et on est mis de côté. Et aujourd'hui, on voit que la bataille militaire se déroule en Ukraine contre la Russie et les États-Unis avec l'OTAN. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est le marché africain. Il y a une saturation en Asie. Il n'y a plus de marché en Asie. Qu'est-ce qui reste? Il y avait une contradiction chez les Européens, même chez les Américains. Il y en a qui voulaient faire évoluer l'Afrique parce que ça pouvait ouvrir des marchés, et il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et ça a cassé quelque part l'Europe. Les Allemands, au départ, ils étaient pour l'émancipation de l'Afrique et avoir des marchés. Et là, je reviens aussi à ce que Monsieur Bandakani, que je salue, a dit un jour, quand il s'agit de faire les choses normalement, la France ne sait pas faire. Et là, on tombe dans cette réalité que la France ne sait pas faire. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des lobbies qui ne peuvent pas nous voir autrement que des vaches à lait et notre continent leur appartenir. C'est une réalité et qui ne changera pas. Donc c'est à nous de faire en sorte de dégager tout ce que l'Occident nous a ramené. L'UEMOA, la CEDEAO, le franc CFA, ce qui est aujourd'hui le semblant de l'Union africaine, parce qu'il n'y a pas d'union. Tout ça, il faut dégager. Et il ne faut pas oublier la présence américaine qui, elle, essaye à tout prix de dégager les Russes. Et elle met son poids là-dessus. Merci donc à vous, Linda Larbaoui. Alors, Luc Michel, vous êtes toujours avec nous. J'aimerais bien avoir votre position sur la question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la France est vraiment si dépouillée que ça sur le continent africain face à la PSC de la Russie? Est-ce que la France, c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure à Linda, est-ce que la France est finalement une puissance au bout du rouleau, comme on semble quand même le faire constater sur ce plateau? Luc Michel? Alors, quelques soucis pour avoir Luc Michel en multiplex depuis Bruxelles. Alors, Tarek Mamir, journaliste expert en questions internationales, nous espérons que ça va déjà un peu mieux déjà. Je suis en ligne. Ah, Luc Michel est là. Luc Michel, vous avez la parole. Oui, j'avais mon micro qui avait été coupé par la régie. Je vous en prie. Voudrais tout d'abord répondre aux questions de Tarek Mami. Lavrov, dans le régime de Poutine, c'est le numéro 2. C'est l'idéologue de ce qu'on appelle le néo-racisme, c'est-à-dire la grande Europe de Vladivostok à Lisbonne. C'est lui qui a publié une importante œuvre théorique où il justifie justement la volonté par la Russie d'arracher l'Union européenne des mains des Américains. Il faut souligner que ce qui s'est passé à Addis Abeba, il a répondu aux Occidentaux en contestant le modèle américain. Il a dit, vous avez le choix entre la brutalité et l'hypocrisie de la domination américaine ou d'un monde multipolaire. Mais pas une seule fois hier, il a prononcé le mot de Macron ou le mot de France. C'est un mépris absolu pour, je suis d'accord avec Diawara, celui qui n'est qu'un porteur de valise.
du State Department américain. Il y en a une autre preuve d'ailleurs que les Américains qui ont les choses en main et qui ont la main sur les affaires africaines, ils demandaient à qui la présidence tunisienne avait répondu. La présidence tunisienne avait répondu à un long communiqué qui a été publié ce matin par le State Department, le ministère américain des Affaires étrangères, dans lequel on attaque le référendum tunisien, accusé de nostalgie pour rétablir un régime dictatorial, et dans lequel Blinken, le secrétaire d'État américain, affirme qu'il se tient aux côtés de la société civile tunisienne pour combattre la dictature du président tunisien, je le cite lui-même. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui? Il y a un livre fondamental qui est sorti au début de cette année. Il s'appelle Le déclassement français. Il explique comment la France est en train de tomber géopolitiquement, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Dans l'océan Pacifique, c'est l'affaire que Tarek Mami rappelait des sous-marins australiens. C'est-à-dire que les Américains constituent un OTAN du Pacifique qu'on appelle le Quad, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon, mais les Français en ont été exclus par les Américains et les Israéliens. Deuxièmement, la France est en train d'être écartée du Proche-Orient. Il est en chute au Liban, en Syrie, en Méditerranée. Troisièmement, il y a l'Afrique éventuellement. Mais quatrièmement, il y a l'Europe elle-même. Au sein de l'Union européenne, en 1958, l'Union européenne reposait sur un binôme franco-allemand. C'était deux puissances de poids égal. Mais les Américains ont détruit tout ça en favorisant la réunification allemande en 1991, c'est-à-dire la reconstitution d'une grande Allemagne de Berlin. La France ne s'en est jamais remis. Le déclassement français, il est total. Ce n'est pas moi non plus qui le dis, ce sont des journalistes français. Par exemple, Le Point, il y a quelques jours, a fait le titre, Le Point, c'est un hebdomadaire français sérieux, il a fait le titre d'un de ses articles, qui était Le déclassement français. Il dit que la France est réduite militairement à un corps d'expéditionnaires colonial et que c'est une armée, comme ils le disent, à l'os, c'est-à-dire qu'il n'a plus de chair sur le squelette. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc les Français ne comptent plus en Europe, ils ne comptent plus ailleurs. C'est la raison pour laquelle Macron, il tente de jouer le caniche des Américains, ou plutôt le pitbull, face à la Russie, en Europe centrale, au Proche-Orient, et maintenant en Afrique. Les Français soutiennent tous les projets américains. Ils sont simplement en train d'accélérer le déclassement français, puisque jusque maintenant, Poutine regardait Macron comme un intermédiaire possible avec les autres pays de l'Union européenne. Avec les insultes de Macron depuis 3 mois sur la question de l'Ukraine et les manigances de Macron aujourd'hui, la France a été classée adversaire de la France. Poutine lui a coupé le gaz et il l'a déclaré son ennemi en politique étrangère. Voilà tout ce que les Français vont gagner. À force de courir derrière le déclassement, les Français ne vont faire que l'accélérer. À vous, Luc Michel. Alors, Tarek Mami, journaliste expert en questions internationales, quelle est un peu votre lecture de cette situation? Est-ce que vous pensez que la France aujourd'hui n'a pratiquement plus rien à proposer sur le continent africain? En réalité, je suis toujours là. En réalité, la France a 2 choix. Le premier choix serait de vouloir continuer à faire un peu de neuf avec du vieux. Ça ne marche plus. La deuxième chose, il faudrait que la France ait les moyens, j'allais dire à la fois intellectuels, politiques et de volonté, de changer de logiciel pour essayer de traiter avec les pays africains, non plus comme anciens colonisateurs à anciens colonisés, mais d'égal à égal. Mais je doute
non pas que ce soit pour le président Macron, mais pour le personnel politique français en général, de droite et de gauche, et surtout ce qu'on appelle en France donc le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, je doute qu'il ait cette capacité de remise en compte, parce que les grandes nations se déclarent quand ils sont en faiblesse, comme c'était par exemple le cas de la Russie après la chute du mur de Berlin et avant l'arrivée donc de Poutine, et d'avoir une vision pour renverser la table et pour reconstruire une vision. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que la France, dont je suis citoyen, ne se donne pas ces moyens de réflexion. Et vous avez les journalistes, les spécialistes de la France, les journalistes français, comme M. Glaser, ou celui qui écrit L'Empire qui ne veut pas mourir, ou celui qui décrit comment les Français, sans être réalistes, ont une vision hautaine quand ils sont en Afrique. Donc ce côté-là, ce temps est dépassé. Et comme dit l'autre, où la France et les Français, et surtout le personnel politique, accèdent à ce niveau de conscience pour dire à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, on traite d'égal à égal et on offre des garanties d'échange égalitaires, où ils considèrent que l'Afrique l'a réduit et ils sont en train de la perdre petit à petit au profit, excusez-moi encore une fois, des Américains, des Chinois, des Russes et des Iraniens. Et pour l'Iran, peut-être un petit mot que Luc confirmera par ailleurs par la suite. En fait, aujourd'hui, l'Iran est en train de se reposer sur des populations musulmanes installées dans toute l'Afrique, de nationalité libanaise, mais d'obédience culturelle et de vision géostratégique plutôt aujourd'hui iranienne. Et ce qui fait que la force, par exemple, de l'Iran aujourd'hui, c'est qu'elle dispose de personnes physiques qui vivent dans ces pays et qui travaillent sur le terrain. Alors que la France procède toujours par coopérant et par prétention d'aide. Or, vous savez qu'en Afrique, chez nous tous, Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, le côté humain, le côté relation, le côté confiance l'emporte sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Iran, qui est donc l'allié de la Russie, peut faire le jeu donc de la Russie contre la France, d'autant plus que la France, sur le dossier nucléaire iranien, veut apparaître comme existant et dissident, alors que le dossier ne se traite qu'entre Américains, Iraniens, puis donc Russes. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. La France est sur le déclin. La France doit se remettre en cause. Le pourra-t-elle? En a-t-elle les moyens? C'est l'histoire qui nous le dira. Et merci pour cette seconde invitation. Merci beaucoup à vous, Tarek Mamir. Madame, messieurs, avant de continuer, je propose que nous prenions quelques extraits de déclaration du président français Emmanuel Macron dans le cadre de cette tournée africaine, extrait bien sûr des différentes conférences de presse données sur le continent africain. Je distinguerai deux présences russes en Afrique. Il y a une diplomatie russe depuis des décennies, qui d'ailleurs est reflétée par ce que le président vient de dire. Celle d'une grande puissance politique et militaire qui a développé des relations avec tous les pays dans le cadre du concert normal des nations et qui a historiquement eu des relations économiques, souvent militaires, avec plusieurs pays d'Afrique. Là, il n'appartient à personne de dire que ceci est bien ou mal. C'est une relation diplomatique comme chacun. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme, parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchette ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner.
Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc, cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. La Guinée-Bissau, malgré nos politiques non alignées, mais effectivement, on condamne cette agression à l'Ukraine. Et je pense que au siècle XXI, on ne peut pas accepter la guerre, surtout entre les voisins. On a vu les répercussions que cette guerre a amenées pour le monde. Ce n'est pas juste pour la Russie ou l'Ukraine. Nous tous, on vit les séquelles de cette guerre. Guinée-Bissau, plusieurs fois, on a appelé les retenus par rapport à cette guerre. Donc, notre position est assez claire par rapport à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup. D'abord, je veux saluer la clarté du propos que vient d'avoir Monsieur le Président. Et je pense que c'est important d'expliquer sur un continent qui a tant lutté pour la liberté et la souveraineté des peuples et leur intégrité territoriale, qu'aujourd'hui, sur le sol européen, la seule puissance qui conteste l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un peuple, c'est la Russie. Et comment même des peuples qui ont pu être proches de l'Union soviétique, puis de la Russie, sur la base d'un agenda historique, pourraient accepter ou être ambigus avec ce qui est une agression unilatérale caractérisée, niant l'intégrité et la souveraineté populaire. Je ne le comprends pas et je salue la clarté du président qui est aussi la trace d'une cohérence historique. Et donc j'agis sur ce qui dépend de moi et je préfère limiter la part qui ne dépend pas. Et c'est vraiment comme ça qu'il nous faut préparer l'avenir. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie, à travers le monde, est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué
les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Voilà, quand on dit les choses avec franchise et on essaie de les qualifier, je pense qu'on réduit une partie de la misère du monde, pour paraphraser Camus. Je pense aussi qu'on se donne les moyens de trouver un chemin. Je pense qu'il faut maintenant, au plus vite, que cette guerre cesse et que chacun retrouve le chemin de la raison et de la coopération. Et j'en appelle aussi au sens de la responsabilité de la Russie, qui doit retrouver ce chemin. Mais enfin, ce n'est pas celui qu'elle a suivi ces derniers mois. Voilà, c'était donc là quelques extraits des conférences de presse du président français sur le continent africain dans le cadre de sa tournée. Alors Issa Diawara, vous avez suivi cette visite, vous venez de suivre ces extraits, votre réaction? Ok, merci. Je vous en remercie beaucoup. Vous savez, ma réaction, ce monsieur, il me donne de la nausée. En réalité, c'est la première des choses. Je l'ai suivi, mais en réalité, il est limité. Je comprends d'abord que M. Macron est en retard sur l'éveil de l'Afrique. M. Macron n'a pas vu venir cette Russie dirigée par le président Vladimir Poutine. Je pense que les Européens, les Américains sont en train de payer pour leur propre stratégie, qui était une stratégie d'exploitation des peuples, une stratégie, en tout cas, de créer des misères chez les autres. Vous savez, la France, en réalité, n'a pas d'autre choix, c'est ça que je comprends. La France n'a autre choix valable que de continuer de faire de l'ancien. Il ne s'agit pas de faire du nouveau avec l'ancien, mais de reconduire la même politique. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire toujours des deals avec des pays africains. C'est pourquoi vous ne devez pas être surpris de voir qu'il a lamentablement échoué au Cameroun et réussir un peu en Guinée-Bissau. Parce qu'il a réussi en Guinée-Bissau, c'est qu'il a échoué au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il avait en face, à côté de lui, un président qui a déjà à peu près 40 ans au pouvoir et qui n'avait pas, en tout cas, de chantage à recevoir d'un jeune comme Macron. Macron n'a pas à promettre un mandat supplémentaire au président Paul Biya. Là, il peut pas utiliser ces outils de deal. Mais par contre, en Guinée-Bissau, il a réussi ce coup. Pourquoi? C'est pas gratuit qu'il a levé sa veste là-bas et qu'il a même levé, et l'autre là aussi a levé sa veste et sa cravate. Tout simplement, parce qu'en Guinée-Bissau, il avait un président un peu jeune en face de lui, à qui il a promis, il a fait un deal de faire maintenir au pouvoir, s'il le veut pendant 10 mandats si possible, que l'Occident peut garantir cela, et en échange, il doit continuer à faire le travail de l'Occident. Je n'ai pas besoin de rappeler ici que la Guinée-Bissau, sur les 8 pays de la zone IEMOA ici, la Guinée-Bissau est le dernier, a le dernier PIB, et dernier bien sûr avec 8e, en tout cas en matière de PIB. Et ensuite, regardez, la France et l'Union européenne, parce que Macron n'est pas en train de défendre que la France ici, Macron et l'Union européenne sont d'accord d'une chose, ne pas quitter l'Afrique. Et ne pas quitter l'Afrique, ça veut dire quoi? Ce n'est pas perdre politiquement l'Afrique, parce que ce sont les politiques qui définissent les politiques sécuritaires. Parce que regardez, les armées que nous avons ici en Afrique, beaucoup de ces armées sont en réalité des armées occidentales, ce sont des armées européennes. Ce sont des armées qui, en cas d'une 3e guerre mondiale, peuvent se retrouver dans les blocs de l'OTAN. C'est de cela qu'il est question. Nous les avons aidés dans la 1re guerre mondiale, dans la 2e guerre mondiale, et ils veulent garder l'Afrique, puisqu'eux-mêmes ils ont peur de se battre. Ils veulent avoir les armées africaines comme des chairs à canot dans une 3e guerre mondiale. Et quand vous contrôlez politiquement les États africains, ça veut dire quoi? Vous définissez leur politique économique. Ça veut dire quoi? Vous allez obliger ces États de rester dans les CFA
vous allez obliger la France à gagner 430 milliards d'euros chaque année contre l'Afrique. Et qui contrôle la monnaie africaine, ça veut dire quoi? Quand il y a campagne, pourquoi la France se précipite même qu'elle aille à l'élection pendant que nous sommes dans les CFA? Parce que quand nous partons à une élection présidentielle, tant que c'est la France qui est en train de produire le franc CFA, qu'est-ce qui va se passer? Le candidat de la France va couper de nouveaux billets, va produire de nouveaux billets, il peut avoir 100 mallettes remplies d'argent. Peu importe ce que ça aura comme conséquence sur les économies africaines. Donc, le candidat de la France aura suffisamment de liquidités sur lui. C'est pourquoi il faut toujours monopoliser, contrôler l'Afrique politiquement. Et c'est ce que la Russie a compris. Parce qu'au sein du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, à leur sein, il y a une guerre qui se joue entre, d'un côté, la Russie, la Chine, opposée de l'autre côté à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis, sachant que l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Mais à ce niveau, ces pays-là font bloc. Pourquoi ces pays-là font bloc? Parce qu'il y avait un deal entre la Russie d'un côté et ces 3 autres pays de l'autre côté, c'est-à-dire menés par les États-Unis. Ces pays, il était question de garder, en tout cas, laisser la Russie gérer un peu son précaré, c'est-à-dire l'Europe de l'Est. Mais l'OTAN, les blocs menés par les États-Unis, ce bloc-là a rompu ce deal en poussant l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie, en agressant la Russie politiquement, en détruisant les alliés de la Russie, en les détruisant politiquement. Il s'agit du Cuba, du Venezuela, de les affaiblir économiquement. Ils voulaient casser l'Iran, retourner l'Iran, amener l'Iran dans leur bloc. Dans ce cas, est-ce que la Russie ne devait pas prendre une posture offensive? C'est de cela qu'il est question. La Russie a pris une posture offensive et aujourd'hui, la Russie veut contrôler de plus en plus politiquement la grande partie de l'Afrique. En tout cas, avoir un traité gagnant-gagnant. Et la meilleure façon, c'est de proposer un partenariat gagnant-gagnant, c'est de proposer une indépendance sécuritaire, une indépendance vraie à l'Afrique, ce que la France ne peut jamais proposer. La France propose une formation sans fin aux pays africains, sous-traiter leur défense. C'est pas gratuit que vous avez l'armée française au Sénégal, que vous avez l'armée française au Djibouti, là-bas il y a le terrorisme. Ce n'est pas gratuit que vous avez l'armée française au Gabon. C'est une façon de contrôler en tout cas pérennement, de façon pérenne, beaucoup des États africains pour garantir les intérêts de l'Europe. Pourquoi les intérêts de l'Europe? Parce que sans l'Afrique, l'Europe devient pauvre. Je dis, je le répète, l'Europe n'était qu'une bande de pays, une somme de pays pauvres avant de coloniser, avant de faire le commerce de l'esclavage, avant de coloniser l'Afrique. Donc, sans l'Afrique, l'Europe tombe à l'eau. Parce qu'il s'agit pour l'Europe de trouver l'alternative aux ressources naturelles de la Russie. C'est quoi? Le gaz, le pétrole russe. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a suffisamment pompé son pétrole. Où trouver l'alternative? L'Europe n'en a pas. La Norvège est déjà au bout de souffle. Le Qatar dit qu'il ne peut plus. Donc, il faut trouver l'alternative en Afrique qui est encore une terre vierge, qui n'est pas encore suffisamment exploitée, même pas à 20%. Donc, l'Afrique, c'est une alternative. Donc, comment contrôler l'Afrique, comment maintenir l'Afrique, c'est cette bataille qui se joue. Et la Russie ne vient pas pour exploiter l'Afrique. La Russie vient aussi pour contrecarrer l'exploitation de l'Afrique pour que l'Afrique ne soit pas une alternative. L'Afrique ne contribue pas à fragiliser la Russie dans son combat contre l'Europe. Parce que l'Europe veut trouver en Afrique ce que la Russie est en train de prouver. C'est de cela qu'il est question. Donc comprenez l'insomnie de Macron, comprenez pourquoi il est perturbé par la Russie, tout simplement parce que la Russie est en train d'empêcher, en tout cas l'Europe, d'avoir une autre alternative. Et pour l'Europe, il est question de ne pas avoir une autre Russie. C'est-à-dire quoi? Ne pas avoir un grand territoire qui ait suffisamment de ressources naturelles, de matières premières qui puissent échapper à l'Europe. Et si cela arrive, c'est la fin de l'industrialisation de l'Europe. L'Europe va tomber, ça sera des soulèvements partout, et l'Europe sera sans doute au service de l'Afrique. C'est de cela qu'il est question. C'est une bataille de survie pour l'Europe, et nous, c'est une bataille aussi de survie pour l'Afrique, parce que nous voulons nous émerger. C'est pourquoi l'Europe va longtemps travailler pour qu'il n'y ait pas une alliance panafricaine, africaine, aux têtes des États africains, pour l'empêcher, en tout cas, pour précipiter l'Europe dans le gouffre. Mais je pense que cela arrive. Rien ne peut empêcher la fin de l'Europe. C'est le déclin de l'Europe qui a commencé. Et avec l'Europe, les États-Unis vont tomber. Merci.
Issa Diawara. Avant d'aller à Bruxelles retrouver Luc Michel, nous allons souhaiter la bienvenue sur ce plateau et surtout toujours en multiplex à Taïfour Semaine qui nous retrouve journaliste expert en questions internationales. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, merci de m'inviter, c'est très gentil, j'apprécie toujours d'être parmi vous. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, le plateau du mérite panafricain. Alors, Taïfour Semaine, vous avez suivi de bout en bout la visite du président Macron sur le continent africain, visite au cours de laquelle la Russie a pratiquement dominé dans toutes les étapes. Aujourd'hui, de votre point de vue, qu'est-ce qui justifie pratiquement la peur bleue qu'affiche la France aujourd'hui face à la percée de la Russie sur le continent africain? Vous venez de suivre quelques extraits des conférences de presse du président Macron sur le continent africain. Taïfour Semaine. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelques soucis de connexion avec... Absolument, c'est très bien de le suivre. Allez-y. On vous écoute, allez-y. Oui, allô, je vous entends bien. Je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, allez-y. Nous vous entendons très bien. Allô? Allez-y. Très bien. Merci à vous. Donc, comme je le disais, donc Macron, à partir du Cameroun, quand il s'est adressé justement à l'Afrique entière, pas uniquement aux Camerounais, il avait donc montré, si vous voulez, quelques hésitations. Il avait parlé d'un colonialisme russe. Ça fait rigoler pour la simple raison que la Russie n'a pas de passé colonial. Elle n'a pas de, on va dire, elle n'a pas de visée hégémonique, comme c'est le cas, par exemple, des pays européens, notamment la France. La France, comme je l'avais dit lors de mes dernières interventions, ne va pas lâcher prise facilement. La dernière fois où je m'étais exprimé sur justement le dossier, j'avais dit que la France avait donc, si vous voulez, elle était en sous-traitance en Afrique, surtout dans la région du Sahel, et qui fait que certains de mes collègues n'étaient pas d'accord avec moi parce que j'avais dit que les Américains n'avaient pas donc grand intérêt dans cette région pour la simple raison que les Américains sont donc occupés beaucoup plus sur l'Asie de l'Est, ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Chine, surtout de Taïwan avec la visite de Pelosi. Donc, pour revenir encore, donc pour revenir toujours à l'Afrique, la France, c'est avec l'énergie du désespoir qu'elle essaye de contrôler l'Afrique. Et on a vu que Macron, il était à court d'arguments quand il avait parlé. Il avait parlé d'une influence russe, sachant pertinemment que les Russes, ils ont le vent en poupe en ce moment, notamment sur le continent africain, pour la simple raison que les Russes investissent dans les infrastructures et puis le matériel médical et armement, bien sûr. On a vu comment la Russie a soutenu les Maliens. On a vu la Russie comment elle a soutenu aussi l'Éthiopie et tout ce qui va avec, et l'Érythrée aussi. Donc la France, sur ce plan-là, je pense qu'elle a vraiment pas de chance sur ce plan-là, d'autant que les Français ont un passé très très lourd en Afrique. Il y a aussi encore une autre donnée très très importante, c'est le peuple africain. Le peuple africain ne veut plus de la France. On le voit à chaque fois qu'il y a occasion de sortir dans la rue, on voit le drapeau russe brandi par les populations africaines. Je pense aussi que les dirigeants africains qui sont aujourd'hui un peu acquis à la cause française, qui essayent mordicus donc de privilégier la France par rapport à son jeu d'influence, vont tôt ou tard se rendre à l'évidence et suivre leur peuple, même si pour certains, je le dis bien pour certains, qui n'ont pas été démocratiquement élus, ils devront se résigner et suivre le peuple africain parce que le peuple africain en a marre de l'hégémonie, on va dire, occidentale qui est en train comme disait tout à l'heure l'interlocuteur du Mali qui disait que l'Europe était donc en phase finale au début de sa décadence, ce qui est donc vrai. Il y a aussi un autre, si vous voulez, un autre critère. À présent à Bruxelles retrouver Luc Michel.
Alors, Luc Michel, vous êtes géopoliticien. Alors, on comprend très bien l'enjeu aujourd'hui pour l'Occident est clairement défini, c'est de contrer l'influence russe sur le continent. Dites-nous, c'est vraiment votre domaine. Est-ce que c'est une entreprise vraiment possible? Ça sera difficile pour les Occidentaux, mais on est là au cœur même de la géopolitique. En géopolitique, les Américains au 19e siècle, des gens comme Spagman, Mahon, Mackinder, ils ont mis au point une géopolitique qui repose sur la domination de la Terre par les empires maritimes, la Grande-Bretagne puis les États-Unis. Ces empires maritimes, ils s'opposent à la puissance continentale qui est incarnée depuis décembre 1941 par la Russie. C'est encore ce qu'a renouvelé cette vision du monde Brzezinski dans son grand échiquier. Il explique que la masse continentale qu'incarne la Russie, il faut la contrer en contrôlant ce qu'ils appellent les anneaux extérieurs, le Rimland, c'est les pays en fait de l'Europe occidentale et d'Asie centrale, et en contrôlant ce qu'on appelle au XXe siècle les anneaux extérieurs, c'est-à-dire les pays d'Afrique du Nord jusqu'au Sahel. La grande opposition qui oppose depuis 1943 les États-Unis à la Russie, c'est ce contrôle planétaire. Aujourd'hui, Poutine a parfaitement compris, d'une part, qu'il fallait construire un bloc continental solide au départ de l'Eurasie, avec ses alliés chinois, indiens et iraniens, mais il a surtout compris qu'il fallait aller disputer aux Européens l'anneau extérieur, c'est-à-dire l'Afrique. Maintenant, Macron, c'est un homme qui ment sans vergogne. Il faut quand même répondre à ces mensonges qu'on vient d'écouter. Tout d'abord, il oublie de dire quelque chose, c'est qu'en Ukraine, la Russie est chez elle. Jusqu'en 1991, la Russie s'appelait l'Union soviétique et l'Ukraine en faisait partie. Ce sont les Américains et les pays de l'OTAN qui ont fait imploser l'Union soviétique et qui ont détaché l'Ukraine de cela. Historiquement, l'Ukraine, c'est le premier État russe. C'était ce qu'on appelait la Russe de Kiev, il y a 1000 ans. Et ensuite, à partir du XIVe siècle, la domination des terres russes est passée à Moscou, à la Moscovie. Voilà donc pourquoi les Russes ne mènent pas une guerre coloniale, ils mènent une guerre de libération des terres russes. Hier, le président de Donetsk, Denis Pouchiline, mon ami, il a déclaré qu'il était temps de libérer toutes les villes ukrainiennes qui avaient été fondées par les Russes. Il a cité Kharkov, Odessa, Kiev, etc. Voilà la vérité. Jusqu'en 1917, l'Ukraine telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'était un tout petit territoire qui ne comprenait même pas Kiev, puisque Kiev était aux mains des Polonais, avec Lviv, etc. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette affaire. Il faut arrêter de prendre les mensonges de Macron. Deuxième mensonge, il dit que Poutine se sert de la guerre du gaz, la guerre du pétrole, la guerre du charbon, la guerre des céréales, la guerre des engrais, pour mener une guerre contre l'Occident. Il oublie que la dernière semaine du mois de février, lorsque l'opération spéciale russe en Ukraine a été déclenchée, ce sont les Occidentaux qui ont lancé la guerre des sanctions et la guerre économique. Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré le maire qu'il s'agissait de briser l'économie russe. Ils ont donc décidé des embargos sur le pétrole. Ils ont dit nous ne voulons plus du pétrole et du gaz russe. Ils ont lancé des embargos que nie Macron sur les engrais et sur les céréales, des embargos que les Américains ont été obligés de lever parce qu'ils étaient en train de détruire leur propre agriculture. Voilà la vérité. Seulement, ce que les Occidentaux n'ont pas compris, c'est que dans cette guerre économique, ils étaient attirés dans un piège par Poutine. Parce que la guerre économique n'a pas commencé en février 2022. Elle a commencé lors du dossier de Crimée
en mars 2014. C'est à ce moment-là que les Occidentaux, les Américains et l'Union européenne ont commencé les sanctions contre la Russie. Les Russes ont eu 8 années pour étudier comment combattre ces sanctions, comment les transformer en un boomerang qui détruise l'économie occidentale. C'est ce qui est en cours aujourd'hui contre l'Occident. Vous avez vu que c'est la panique en Allemagne, en Italie, un peu partout, en Belgique évidemment et en France. C'est la panique parce qu'évidemment, cette guerre économique, la Russie est en train de la gagner. Donc arrêtons d'écouter les mensonges de Macron. Macron croit peut-être que les Africains ne sont pas au courant de tout cela. Lorsque j'entends mon camarade, le général Diawara, le général du peuple, parler des enjeux de cette guerre, eh bien, Macron devrait comprendre que les Africains saisissent parfaitement ce qu'est aujourd'hui la géopolitique mondiale. Le 24 février 2022, Poutine n'a pas seulement entamé une opération régionale en Ukraine pour reprendre le contrôle de terres russes, mais il a également entamé une opération de géopolitique mondiale pour briser l'économie, l'hégémonie américaine, ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial proclamé en 1991. Luc Michel, merci beaucoup. Avant de retrouver Linda Larbaoui, je rappelle que, mesdames, messieurs, vous êtes très nombreux à travers le monde à regarder cette émission et merci pour votre attention et surtout votre fidélité à Afrique Média. Alors, vous êtes également très nombreux à vouloir participer ce soir. Nous avons quelqu'un déjà au niveau de la ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Très bien, c'est un succès, monsieur. Donnez votre nom et vous pouvez contribuer. D'accord. Merci bien de m'accueillir à la maison une fois de plus. C'est le Malien de Bujumbura, c'est Delphin. Je salue l'ensemble de mes frères invités ainsi que ma sœur Linda. Je salue toutes leurs analyses. J'y souscris de A à Z. Je continue en adressant mon vote à tous les dirigeants africains qui sont inscrits dans le panafricanisme. Ils sont beaucoup trop nombreux pour que je les cite, donc ils se reconnaîtront. J'ajouterai un élément que vient d'évoquer mon cher aîné Luc Michel. Non seulement la Russie est chez elle en Ukraine, parce qu'effectivement, il y a 1000 ans, dans la ville de Kiev, dirigeait un homme qui avait comme titulature Grand Prince. C'est comme ça qu'on les appelait à cette époque-là. Il s'appelait Yaroslav. Voyez-vous, sa fille Anne est devenue une reine de France dans la dynastie qu'on appelle les Capétiens. Donc, quand les exécutifs russes et chinois auront parachevé les routes de la soie et le projet de relier l'Europe, de bâtir somme toute ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Eurasie, eh bien, la Russie sera parvenue à faire une jonction qui existait déjà il y a 1000 ans. En ce sens, j'appelle les peuples européens, qui à mon sens sont parfois beaucoup trop endormis, à se réveiller. Ils se sont fait magistralement piéger. Il est bon de saluer les coups de notre adversaire, que sont les États-Unis. Ils ont réussi leur coup. Maintenant, il y a un adage dans ma langue natale qui dit « Inumva yumva arukwamasa tukuye ». Dans un français simple, ça veut dire que parfois on comprend les éléments élémentaires de la vie après avoir versé des larmes. Parce que c'est en versant des larmes qu'on prend conscience des choses. Donc il faut que les peuples européens, dans leur ensemble, et en particulier en français, arrêtent de dormir et se mettent à refaire de la géopolitique, comme cela s'est fait avant, et à élire des gens qui sont très érudits. Parce que quand je vois, j'assume le terme, quelqu'un comme Macron qui fait preuve d'autant de stupidité et de provocation, notamment en Guinée-Bissau, c'est vraiment piteux. Donc, j'appelle les uns et les autres, notamment mon camarade Diawara, à continuer sur le chemin qu'on a déjà emprunté et puis à laisser les gens qui n'ont rien compris aux enjeux du moment sombrer dans les poubelles de l'histoire. Donc, je ne vais pas m'éterniser au standard, je m'arrête ici et je laisse l'émission suivre son cours. Afrique Média, une fois de plus, le monde c'est nous.
Merci beaucoup donc pour cette participation. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui attend au niveau du standard. Allô, bonsoir monsieur, vous êtes en ligne, allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir, frères journalistes. Avec le temps, nous serons habitués à votre nom. Vous m'excusez. Bonsoir Luc Michel, bonsoir Linda, bonsoir Issa et puis Tefou. Et il y a un autre que j'ai oublié déjà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vote pour le président de l'Afrique centrale. Et concernant le sujet d'aujourd'hui, vraiment, nous voulons passer par ici pour dire à Macron pour lui rappeler la parole du patriarche Paul Biya qui dit que la Russie n'enlève rien à quelqu'un. Macron, si tu écoutes, je l'avais dit en temps, je ne sais pas si il y a des gens qui écoutent quand même ou bien pas tes fous, vous pouvez être aussi au courant. Et les Africains que vos parents avaient manipulés, avaient menti, ne sont pas ici aujourd'hui. Et leurs enfants ont compris, après plus de 70 ans de domination française sur le continent africain. Et donc, cette domination française doit cesser. Et si vous ne voyez que votre propre image et vous êtes dans ce mensonge, il faut changer de mentalité. Avec toute votre équipe qui vous accompagne partout où vous passez, ou bien votre équipe dirigeante en France là-bas, il faut changer de mentalité envers les Africains. Tu viens mentir allègrement. Et ça ne te fait pas honte. Nous avons honte même de t'entendre en tant qu'un président qui parle à un peuple. Tu ne respectes même pas les Africains. Tu les prends comme les petits enfants que tu peux manipuler. Comme vos aïeux avaient manipulé nos aïeux. Donc c'est un peu sage. Il faut changer de mentalité. Alors, l'Occident tend toujours à la force brute. Terreur. Coup d'État. Mentir. C'est pour ça que vous avez recruté les gens dans les formations pour masturber leur cerveau, pour les faire vos cheval de valeur en Afrique, tel que Sissoko, que nous venons d'écouter. C'est une honte. Respecter du moins l'Afrique. La France doit changer de mentalité. Comme le dit Tefou, effectivement, il faut sensibiliser vos amis. Sinon, vous allez récolter c'est pas sinon, ça va venir nécessairement. Ça, il n'y a rien à éviter, à moins que vous vous convertissez, vous changez. Macron n'est pas venu pour demander pardon aux Africains, mais il est venu encore les insulter. Si vous ne changez pas, vous allez récolter les pots cassés. Ça, c'est la loi de la nature. Nous vous le disons pour vous aider. Vous ne comprenez pas maintenant, vous pensez toujours que vous allez toujours vaincre. Mais le temps est venu qu'il faut rendre compte de vos actes sur le continent africain. Donc, je m'arrête là. Nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup à vous, monsieur. Vous avez exprimé donc votre avis, votre position. Merci pour votre fidélité à Afrique Média et aussitôt, merci pour toute l'attention que vous réservez à cette émission. Il y a quelqu'un d'autre juste après vous qui attend également au niveau du standard. Allô, bonsoir. Bien, voilà, quelques soucis, donc on attend encore, on reviendra tout à l'heure au niveau du standard. Alors, Linda Larbawir, je vous retrouve, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, dites-nous un peu, madame, du point de vue de l'analyse politique, qu'est-ce qui peut rendre difficile la mission occidentale aujourd'hui à contrer la percée russe sur le continent africain? Je suis algérienne. Je souffre d'un cancer rare. La France a fait exploser 17 bombes nucléaires chez nous. Vous croyez que c'est facile à oublier ça? C'est pas facile. Au mois de juin, là, nous avons fêté la première enfumade, première chambre à gaz que la France a créée chez nous, où une tribu entière, juste après l'invasion de l'Algérie, ils ont enfumé dans une grotte une famille entière, une tribu entière. C'est facile à oublier? C'est pas facile tout ça. Une guerre meurtrière de 54 à 62, où il y a eu 1 million de morts, 1,5 million de morts, 600 personnes par jour, 600 personnes par jour enterrées en Algérie. C'est facile à oublier? C'est pas facile. Et au lieu que la France fasse son mea culpa avec le Cameroun, avec le Mali, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec tous ces pays-là, non, elle continue. Elle continue et elle continue. En 82, elle nous a créé le terrorisme.
L'Algérie avait 20 ans d'existence, c'était un jeune pays. On ne savait pas ce qui nous arrivait. Jusqu'en 92, quand ça a éclaté, là, on a compris ce qu'il y avait. Et on est parti pour une guerre civile où il y a eu 250 000 de morts. Et aujourd'hui, Macron arrive en terrain conquis en Afrique. Mais ça se passe pas comme ça. Si c'est le pays des droits de l'homme comme il prétend, eh ben, il commence déjà par nous donner les cartes topographiques de ces bombes. Parce qu'il y a des choses derrière tout ce dossier. Tout ce que la France avait utilisé comme matériel à l'époque, tous les chars qui restaient, le fer qui restait, ils l'ont donné à l'Afrique subsaharienne, ils ont laissé les tribus s'en charger. On leur a dit, vous pouvez prendre. Ils ont pris et c'est parti dans toute l'Afrique, du matériel contaminé. C'est facile à oublier tout ça? C'est pas facile. Ce qui se passe actuellement au Mali, tous les jours des morts, ce qui se passe au Burkina Faso, qui paye ces gens-là? Qui les a ramenés? Qui leur donne des armes? Qui leur donne le carburant pour circuler tranquillement dans le Sahel? Le carburant, c'est important, j'insiste dessus, le carburant, hein, pour faire rouler les motos. Et Macron arrive en terrain conquis. Cette jeunesse qui est en train de mourir. On ne peut pas arriver en terrain conquis quand on n'a pas soldé ses comptes. Il faut d'abord que la France solde ses comptes avec l'Afrique. Il faut qu'elle termine avec ce qu'on appelle l'occupation, avec l'UMOA, avec la CEDEAO et avec le franc CFA. Pour acheter un sac de riz, il faut lever le doigt et demander à la France, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se nourrir? C'est normal ça. Et là, Macron arrive en terrain conquis. Il se passe des choses dans le nord du Cameroun. Il se passe des choses. Parce qu'en 75, quand il y a eu la fameuse opération Safari Club pour casser l'Union soviétique en Afrique, c'était l'idée de la France. Et après, il y a eu des discussions à l'époque avec les Américains, et les Américains ont marché dedans. Kissinger était dedans. Et c'est lui qui a tout manigancé, tout mis en place. Il était question de nouveaux découpages. Au niveau des pays africains et au niveau aussi du Moyen-Orient. Et le Cameroun est visé par ça. Le nord du Cameroun, le côté anglophone aussi, il est visé. Et vous croyez que là, on sait tout ce qui se passe. Il y a le quatrième mensonge, je vais rajouter à ce que disait notre ami Michel, le quatrième mensonge, c'est la guerre hybride. La guerre hybride, la France, quand elle a fait l'opération Safari Club, c'était une guerre hybride. Le cinquième mensonge, c'est que quand on a accordé à la France certains privilèges après la Deuxième Guerre mondiale et elle n'a pas été sanctionnée comme les Allemands et comme les Italiens, c'est parce qu'il fallait ouvrir ce qu'on appelait le précaré. Alors, tout le monde a respecté, mais la France n'a pas respecté. Et elle a cassé les Russes. Et on arrive au sixième mensonge. Le sixième mensonge, c'est la guerre du gaz. En 2010, elle a déclaré la guerre au Nigeria. Pourquoi? Parce que le tuyau de gaz, il fallait pas qu'il passe par le Mali ou le Niger et qu'il rejoigne l'Algérie pour aller en Europe. Et elle a tout fait pour qu'il passe par 14 pays, c'est-à-dire passer par tous les pays, arriver au Maroc et passer en Europe. Ça, c'était la guerre. Et elle a ramené son terrorisme dans le Sahel par rapport à ça. Donc, je félicite le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Avant-hier, il y a eu cette grande signature qui va finalement libérer le Nigeria et le Niger. Et le tuyau, c'est bon, tout est ficelé. Ça a été vraiment clôturé avant-hier. Donc, félicitations aux trois pays. Et Monsieur Macron ne peut pas arriver en terrain conquis chez nous parce qu'il y a trop de dossiers à solder. Le dossier du colonialisme est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Il y a la culture, il y a la religion. Le continent africain vivait en harmonie avec toutes les religions qui ont existé dans le monde, et il vivait en harmonie avec les païens. On a vécu en harmonie jusqu'au jour où on a eu cette France chez nous. Donc, Monsieur Macron ne peut pas arriver en terrain conquis. On clôture tout ce qu'il y a à clôturer. On libère le Mali. On laisse le Mali travailler avec qui il veut. Pourquoi les Ukrainiens auraient-ils le droit de choisir leur partenaire et pas le Mali, et pas le Cameroun, et pas l'Algérie? Pour quelle raison? On leur doit quelque chose? Est-ce qu'on doit quelque chose à l'Afrique, à l'Europe, à Macron?
on lui doit rien. Mais la France nous doit énormément. La France, déjà, elle nous doit une reconnaissance de tous les crimes commis. Le million qui est mort au Cameroun, le million qui est mort en Algérie, tout ce qui est en train de se passer au Sahel, ça, c'est ce que la France nous doit. Donc, le jour où Macron voudra discuter tout ça, je pense que la jeunesse africaine pourra éventuellement voir si il y a des choses à faire encore avec la France. Merci. Linda Larbaoui, analyste politique depuis Alger. Alors, Taïfou Semaine, j'ai bien envie d'avoir, nous allons sortir bientôt de cette thématique. Je voudrais bien avoir votre position sur cette question. Est-ce que vous avez l'impression que à l'état actuel des choses, la guerre que mène l'Occident sur le continent africain à travers un certain nombre de pays pour contrer l'avancée ou l'influence russe est une entreprise possible? Écoutez, les Européens, de manière générale, l'Occident, de manière générale, est en train de perdre pied en Afrique. C'est la raison pour laquelle que Macron a jugé utile Alors, quelques soucis avec... oui, allez-y. Alors, c'est clair que nous avons un problème de... Oui, allô? Oui, allô? Allô, Taïfou Semaine, oui. Il semble clair qu'on a un petit souci de connexion avec vous. Allez-y, je vous en prie. Merci à vous. Je recevais des appels, je suis désolé. Je recevais des appels. Donc, comme je vous disais, alors, l'Occident, de manière générale, est en train de perdre en Afrique. Oui, allô? Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Vous m'entendez? Très bien. Ah, oui, tout à fait, d'accord. Donc, le déplacement de Macron revêt un intérêt capital pour la France et pour les Occidentaux. Ils ont compris que les Russes sont en train de gagner sur tous les plans, sur le front diplomatique, sur le front économique et sur le front politique. Les Russes sont en train de gagner sur tous les plans. Les Européens ont compris cette démarche. Ils sont en train, avec l'énergie du désespoir, en train de rattraper les choses, mais c'est pas, si vous voulez, donc, avec son air un peu arrogant, pour justement expliquer aux Africains, comme ce fut le cas de ses aïeux qui se déplacent en Afrique, donc en territoire conquis, comme disait Yoruba, ces gens sont composés avec l'Afrique, elle doit composer avec un interlocuteur de gagnant-gagnant. Ce n'est pas l'ancien colon, ou si vous voulez, un dominant qui vient pour dominer les gens. C'est fini, c'est censuré depuis. On le voit actuellement avec tout ce qui se passe, par exemple au Mali, et on le voit aussi au Niger. Le Niger. Alors, on a quelques soucis avec la connexion de Taïfou Semaine. Alors, je pense qu'on va faire le temps à la réalisation de pouvoir trouver une issue à cette question de connexion avec Taïfou Semaine, journaliste et expert en questions internationales. Nous allons sortir de cette thématique avec ce dernier tour de table. Alors, Issa Diawara, est-ce que vous pensez, je crois, dernière question sur cette thématique, que l'Afrique maintenant de son côté est à même de tenir, d'aller jusqu'au bout dans cette confrontation, de tenir, d'être déterminé à pouvoir choisir ses partenaires et aussi aller prendre le cap de Moscou. Surtout mon frère Delphin. Pardon, je vais finir par votre question parce qu'il y a un appelant dit quelque chose qu'il faut clarifier. Il est temps que nous autres Africains, nous prenons certains courage à bras le corps pour clarifier certaines choses, certains propos, et vouloir dissocier les agissements de l'élite européenne de leur peuple, je pense que c'est une erreur.
Et je pense que ces gens-là représentent carrément leur peuple, des peuples, il y a un intellectuel qui le dit, des peuples qui élisent en tout cas des corrompus, des renégats, des criminels. Ce ne sont pas des peuples qui sont complices, ce sont des peuples qui sont victimes, ce sont des peuples qui sont complices, bien sûr. Si Macron est au pouvoir, c'est parce qu'il y a un peuple qui lui a donné mandat. Et ensuite, comprenez que la survie de leur peuple s'est jouée ici en Afrique. Parce que sans nous, ça ne va pas. Mais maintenant, ceux qui sont opposés aux agissements de leurs dirigeants sont un peu minoritaires. Mais dans la majorité cautionne un peu le pillage de l'Afrique. Ce qui est en train de se passer, je n'ai pas vu la majorité de leur peuple prendre la rue pour dire que ça suffit à l'Afrique. Ensuite, vous savez, ces gens-là ont une autre conception. N'oubliez pas qu'ils enseignent dans leurs écoles des gens qui ont traité, en tout cas qui ont légitimé l'esclavage, des gens qui disent que l'esclavage ou qui traitent la race noire d'être la race de la seconde zone. N'oublie pas que le Victor Hugo et autres étaient tous des racistes. Mais ce sont ces gens-là qui enseignent dans leurs écoles, en tout cas qui sont leurs grands intellectuels, et ce sont ces mêmes gens-là qui les obligent, certains États africains, à enseigner aux enfants africains. Donc, c'est qui leur modèle intellectuel sont dans la plupart des cas des racistes, sont dans la plupart des cas des colons, sont dans la plupart des cas des esclavagistes. Ces gens-là se croient propriétaires du monde et que nous autres, ils sont en train de nous faire une place sur terre. À nous autres, pour maintenant répondre à votre question, c'est à nous autres, maintenant, comment permettre l'accession au pouvoir de nos peuples. Quand vous dites, est-ce que l'Afrique va peut-être remporter la partie? La première question, ce qui est d'abord à traiter, c'est comment l'Afrique va réussir à fédérer, comment l'Afrique va réussir à parler d'une même voix, comment l'Afrique va permettre l'accession au pouvoir des dirigeants qui vont véritablement représenter les intérêts de l'Afrique. C'est ça notre premier combat si on veut gagner. Si nous réussissons cela, dites-vous, ce n'est pas que l'Europe que nous allons vaincre. Nous allons régner sur le toit du monde. Pour régner sur le toit du monde, il faut permettre d'abord une unité africaine. C'est de cela qu'il est question. Comment construire une unité africaine quand l'Occident est là en train de garantir, de donner, en tout cas de garantir une longévité au pouvoir des marionnettes qui vont pérenniser les intérêts de l'Occident en Afrique. C'est de cela qu'il est question. Comment nous permettre d'enlever ces marionnettes à la tête de nos États? C'est pourquoi l'une de ces marionnettes, M. Ambalo, a dit clairement qu'il faut mettre en place une force pour lutter contre les putsch. Parce que ce que l'Occident appelle un putsch, pour nous autres Africains, ce ne sont pas des putsch. Tous les dirigeants qui peuvent nous débarrasser de l'Occident ne sont pas en train de commettre des putsch. Ils sont en train de commettre des salis des peuples africains. C'est ce que nos peuples attendent. Maintenant, de l'autre côté, l'Occident considère comme putsch toute prise de pouvoir qui va mettre fin aux intérêts de l'Occident. Comment contrecarrer cela? L'Occident, voyant qu'ils sont en train de tomber, de perdre la face, ils ont perdu le Mali, ils ont perdu la Guinée, ils vont perdre le Burkina, c'est sûr, ils vont perdre d'autres pays, la Côte d'Ivoire, ils vont perdre la Côte d'Ivoire, c'est une question d'État, ils vont perdre le Niger. Comment arrêter cela? Comment arrêter ce vent de révolte? Dans ce cas, il faut taxer des crimes. C'est pourquoi ils vous ont fait prescrire cela dans nos constitutions, que toute prise de pouvoir est un coup d'État. Au même moment, Macron se déplace au Tchad pour applaudir le coup d'État. Donc, tant que c'est dans les intérêts de l'Afrique, il considère cela comme coup d'État. Quand c'est dans les intérêts de l'Occident, ce n'est pas un coup d'État. À nous autres Africains, de donner une autre définition au coup d'État. Quand c'est dans l'intérêt de l'Afrique, ça ne doit pas être un coup d'État. Mais quand c'est contre l'Occident, quand c'est contre les intérêts de l'Afrique, ça doit être un coup d'État. Et M. Ambalo, bien sûr, qui sert aujourd'hui les intérêts de l'Afrique, veut même provoquer, créer des guerres, déclarer des guerres à tout État africain qui doit essayer de s'affranchir, en tout cas, du tutelle colonialiste, du tutelle des Européens. Nous autres, comment empêcher que cela se passe? Comment empêcher que des gens comme Ambalo mettent en place une telle force pour empêcher les Africains de prendre, en tout cas d'accéder à leur souveraineté? C'est de cela qu'il est question. C'est la première étape, c'est le préalable. Il faut que nous nous retrouvons. Quand nous allons nous retrouver, le reste va aller très vite. Nous allons mettre fin non seulement au règne de l'Occident, mais nous allons régner sur le toit du monde. Merci. Merci beaucoup à vous, Issa Diawara. Alors, Luc Michel, vous êtes toujours avec nous. Alors, vous portez pratiquement le continent africain dans votre cœur, un continent que vous connaissez
Très bien. Vous avez d'ailleurs écrit énormément sur l'Afrique. Alors, dites-nous, Luc Michel, connaissant donc l'Afrique et les Africains, est-ce que vous avez le sentiment que les pays africains peuvent aller jusqu'au bout dans leur détermination de neutralité dans la guerre en Ukraine, par exemple, leur détermination pour certains de plus en plus à diversifier leurs partenaires et mettre le cap sur Moscou? Écoutez, on est entré dans un nouveau cycle géopolitique et c'est Poutine qui a fait entrer le monde dans ce cycle. L'Afrique, elle échappe des mains des Occidentaux et des phénomènes comme la constitution et l'agrandissement des BRICS, l'unification eurasiatique avec Moscou, Pékin et Téhéran, ou encore la reconstitution, c'est très important, des États non alignés, ce sont des indications que l'Occident est en train de perdre la main. Mais je voudrais dire quelque chose, je ne peux pas cautionner les propos de Diawara. Les peuples européens sont les premières victimes de leur oligarchie capitaliste et pas du tout leurs complices. Moi, je vis dans une famille, mon arrière-grand-père en 1880, il manifestait déjà contre les crimes du roi Léopold II au Congo. Il y a eu un sondage au début 2021 qui a été fait par l'hebdomadaire Le Point à Paris. 51% des Français refusaient les aventures néocoloniales de la France et il y avait d'ailleurs un noyau dur de 19% qui condamnait tout ce qu'on appelle la France-Afrique. Souvenons-nous, nous avons eu des dirigeants des Gilets jaunes qui sont venus s'exprimer sur les plateaux d'Afrique Média. Ils avaient la disparition du franc CFA et la solidarité avec l'Afrique dans leur programme. Les gens qui ont fait au 19e siècle le colonialisme, c'est les gens qui ont fait en Europe le capitalisme. Vous savez qu'au moment où on exploitait et on massacrait les peuples africains, on mettait les petits-enfants de 5 à 10 ans pour travailler dans les mines en Europe. En 1860, lorsqu'un député libéral, c'était à l'époque la gauche, est monté à la tribune du Parlement belge pour demander qu'on ne mette plus les enfants de moins de 10 ans dans les mines, un député catholique lui a répondu qu'on introduisait l'immoralité dans les sociétés occidentales. Le système occidental, il repose sur une oligarchie capitaliste. Ces gens-là exploitent les peuples africains, mais ils exploitent aussi les peuples européens. Le premier qui dit cela, c'est Poutine et Lavrov, justement. Que disent Poutine et Lavrov? Ils disent qu'il y a une autre Europe, l'Europe de Vladivostok-Lisbonne, et qu'il faut arracher l'Union européenne des mains du capitalisme des États-Unis. C'est cela la voie à suivre. Maintenant, ce qui est en train de se passer un peu partout, c'est ce qui fait la panique des Français. Mais la panique se discerne aussi aux États-Unis. C'est qu'évidemment, la stratégie de la Russie, elle a porté les coups où ça faisait mal. Et aujourd'hui, l'Occident est en train de se rendre compte que le monde lui échappe. Lorsqu'ils ont tenté de faire voter l'Assemblée générale des Nations unies pour soutenir l'Ukraine, 34 États africains ont refusé de suivre les Occidentaux. Ça a été une claque pour les Occidentaux. Les Indiens, les Pakistanais, les Chinois ont refusé. Dans les Africains, même des chefs d'État qu'on croyait proches des Occidentaux, comme le lieutenant-colonel Doumbouya en Guinée-Conakry ou Macky Sall, ont défini une neutralité vis-à-vis de la Russie. L'Occident a perdu l'Afrique et elle va tout faire, je suis d'accord avec mes collègues, elle va tout faire pour essayer de reprendre la main. Les coups d'État, les révolutions de couleur, les actions de mercenaires, etc. Il y a actuellement plus de 10 000 forces spéciales américaines qui sont en train de se déployer dans toute l'Afrique. Ce sont des spécialistes de la guerre secrète et des coups d'État. Ne croyez pas que la partie est déjà gagnée. Comme disait Churchill en 1940, ce n'est pas encore le commencement de la fin, mais la fin du commencement.
Merci donc à vous, Luc Michel. Je vous retrouve certainement tout à l'heure dans la deuxième thématique de cette émission. Et très rapidement, en 2 ou 3 phrases, Linda Larbaoui, pour vous, quel est un peu votre avis? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans cette bataille que livre l'Occident sur le continent face à la percée russe, est-ce que vous avez le sentiment que les pays africains peuvent aussi aller jusqu'au bout de leur détermination, dans leur détermination à diversifier leurs partenaires et surtout à opter, à prendre le cap de Moscou? On arrive aujourd'hui à une question de survie. Et la prise de conscience de toute cette jeunesse africaine, de ce qui est en train de se passer dans le monde, cette jeunesse qui a été mise à l'écart de tout et stigmatisée, mais dans tout le monde a prospéré, tout le monde a avancé, et en Afrique, on reste encore à des histoires de creuser des puits, aller chercher des puits, il n'y a pas d'électricité, il y a pas d'infrastructure, donc on vit encore à une autre époque. Donc il y a une prise de conscience. Moi, c'est pas les États qui vont gagner. C'est les peuples qui vont gagner. C'est le peuple malien qui était l'élément déclencheur. Et là, on voit une solidarité qui est extraordinaire, hein, qui n'est pas normale quelque part. Hein. Ce qui s'est passé au Mali, comment le Mali a réuni toute l'Afrique, tous les peuples africains. C'est extraordinaire, franchement, merci au peuple malien. Ils ont déclenché quelque chose qu'on n'a pas vu avant en Afrique. Et c'est ce quelque chose qui va faire en sorte de libérer le continent. L'Occident n'a plus le choix que de revoir sa politique, parce que là il y a d'autres partenaires, il y a d'autres personnes qui ont subi aussi de la part des blancs occidentaux. La Russie a subi, la Chine a subi, l'Inde a subi, le Pakistan, l'Iran. Ils savent ce que c'est, ils connaissent, ces peuples-là et ces dirigeants-là connaissent notre combat, ils savent qui nous avons en face, et nous avons le même combat. C'est-à-dire que la Russie aujourd'hui veut couper les ailes de l'Occident. Elle se bagarre contre les États-Unis, mais les États-Unis sans l'OTAN, c'est rien du tout. Les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Mais ils ont fait qu'une seule guerre, c'est celle de la guerre d'Indochine, et ils l'ont perdue. Ils ont été tellement traumatisés que quand il a fallu aller en Afghanistan, c'est pas les États-Unis qui sont allés là-bas, c'est l'OTAN. Ils ont pris avec eux une 30aine de pays parce que seuls ils n'étaient pas capables et ils le savaient. Et les États-Unis sont encore dans la même politique. Ils ne peuvent pas faire une guerre. Il faut qu'ils emmènent les autres avec eux. C'est toujours des guerres par procuration qu'ils ont fait. Et face à la Russie, ils font pas le poids. Donc le choix des Africains, je parle des peuples africains, c'est eux, c'est les peuples qu'on a vus dehors avec des drapeaux russes pour dire c'est bon, dégagez de chez nous, on veut travailler avec les Russes. Ce sont les peuples africains. Et c'est ça qui fait peur à l'Occident. C'est cette masse, cette jeunesse qui a envie de travailler avec son continent, qui n'a plus envie de fabriquer une pirogue pour passer de l'autre côté de la Méditerranée, qui n'a plus envie de quitter sa famille et qui a envie de vivre libre chez elle. C'est cette jeunesse en réalité qui fait vraiment peur. Quand on voit que en 2000, d'après l'ONU, en 2050, on va dépasser les 1,5 milliard, c'est un marché colossal, c'est du travail et c'est une jeunesse, c'est une force. Le continent africain, ils n'ont pas fait d'enfants. Aujourd'hui, il y a des grosses difficultés pour repeupler. Et il y a des grosses difficultés, il y a davantage de difficultés quand on voit les crises financières. Aujourd'hui, pour faire un enfant en Europe, on réfléchit 10 fois. En Afrique, on réfléchit pas, on croit. On sait que c'est comme ça, nos aïeuls, on fait beaucoup d'enfants et puis les mamans aujourd'hui font toujours autant d'enfants sans se soucier comment ces enfants vont grandir parce qu'ils vont grandir finalement. Il y a cet esprit africain
mais qui est complètement déconnecté par rapport à l'esprit européen et qui fait peur. Réellement, je suis très impliquée ici en Europe et je sais que la jeunesse africaine fait peur parce que elle est pas comme on nous décrit en Occident. L'Afrique n'a pas progressé parce que les Africains sont feignants. Si les Africains sont toujours en retard chez eux, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Tout ça, ils savent très bien. Les décideurs savent très bien que c'est faux. Et notre jeunesse, c'est la plus grande arme que nous possédons. Et elle gagnera. Je sais qu'elle gagnera parce que moi j'étais dans le combat, mon père l'était et ainsi de suite. Et puis s'il faut que mon fils prenne la relève, il prendra. Mais le combat, nous le gagnerons. Nous allons libérer l'Afrique. C'est notre Afrique à nous, c'est pas l'Afrique des autres. C'est notre Afrique à nous, ce n'est pas l'Afrique des autres. Merci beaucoup Linda Larbaoui. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde thématique. On va sortir définitivement de cette première thématique avec Taïfo Ousmane. Alors, nous espérons qu'il est toujours là, journaliste et expert en questions internationales. Alors, Taïfo, de votre point de vue, de quoi est fait l'avenir sur le continent africain avec cette bataille contre la percée de la Russie en Afrique? Et pour vous, quel rôle aujourd'hui pour les États africains? Les Africains, de manière générale, ont acquis une maturité politique. Pourquoi? Parce que les Africains ont fait des études, comme tout le monde. Après la période post-coloniale, les Africains ont pris conscience de l'intérêt de leur continent, surtout les richesses que recèle justement le Congo. Elle a parlé de démographie, elle a tout à fait raison de se soulever, donc, si vous voulez, cet aspect-là. C'est très, très important. Les Africains sont donc au plan démographique potentiellement simplement que si tu pourrais apporter un essor économique au continent, et qui fait qu'aujourd'hui, les Africains ont compris que en dehors de leur continent, ils ne peuvent pas évoluer autrement que dans leur continent. Et ce qui fait que maintenant, ils veulent s'émanciper et surtout dire aux anciens occupants que vous êtes plus les bienvenus chez nous. Quand on voit que, par exemple, les Européens qui, avec l'énergie du désespoir, essayent de rattraper les choses, c'est pas la bonne manière de le faire. Pourquoi? Parce que les Européens ont un passif en Afrique. Et c'est ça qui fait que les Africains, maintenant, sont échaudés, comme on dit, un chat mouillé qu'un loup. Maintenant, on est de être accompagné probablement par les Russes et les Chinois, ce qui est en train de se passer pratiquement sur tout le continent, et que maintenant les Africains, même on va conduire avec les Chinois ou les Russes, il faudrait que ça soit donc gagnant-gagnant. Il ne faudrait plus que l'hégémonie du monde, ou si vous voulez, le jeu d'influence qui est en train de s'opérer avec Voilà, connexion un tout petit peu perturbée. Il ne faudrait pas que ça soit au principe de cet instrument qui est comme le DEP. Voilà, je pense que l'essentiel a été retenu, a été suivi avec Taïfo Ousmane. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci aussi à vous, madame. Nous vous retrouvons dans quelques poussières de secondes pour la deuxième thématique de cette émission.